Au cœur du continent africain se dresse majestueusement la République démocratique du Congo, un grand pays de par son histoire, son territoire ainsi que ses innombrables richesses du sol et du sous-sol. Au plan historique, le Congo est l'écho colonial de la nostalgique royauté Congo dont les rayonnements dépassa les limites territoriales du continent africain. L'on se souvient de ces grands royaumes qui couvraient à son apogée des territoires de l'Angola, de la RD Congo et de la République du Congo, surtout à travers ces grandes figures, dont l'héroïne Kim Pavita, celle que les Européens ont surnommée la Jeanne d'Arc africaine, et qui fut d'une part chantre de la dignité négro-africaine à travers sa lutte, et d'autre part précurseur du mouvement de la négritude. L'on ne saurait toutefois oublier Doumbelele Kianta, autre héroïne Congo qui lutta vigoureusement contre l'esclavage des Noirs. Au plan territorial, la zone qui porte aujourd'hui les noms des républiques démocratiques du Congo est peuplée depuis au moins 200 000 ans environ d'après les découvertes de pierres taillées. Des vestiges archéologiques de l'Homo sapiens, os, pointes des harpons et autres outils en cartes ont été découvertes à Ishango dans le parc national de Virunga et datées entre 25 000 et 20 000 ans. Des peuples bantous venus directement de l'Égypte antique après la défaite de l'Égypte face aux Hyksos venus d'Asie s'installèrent d'abord à l'est du Nigeria, puis au Cameroun et enfin en l'an 2600 avant Jésus-Christ au Congo. Au plan du sol et du sous-sol, ce gigantesque territoire, 80 fois plus grand que son ancienne métropole, la Belgique, est un véritable miracle géologique. Le Congo est d'une richesse incommensurable. On dit de ces richesses innombrables l'uranium, le cobalt, les diamants, l'or, les coltans, le pétrole, etc., qu'elles constituent plutôt une malédiction pour ces pays dont la population croupit dans une misère indescriptible. En effet, à cause d'elle, le Congo connaît une instabilité chronique qui a été à la base de plusieurs génocides sur son sol, jusque-là passés sous silence médiatique. 10 millions de morts à l'époque de l'esclavage, 15 millions de personnes mourant sous la colonisation belge et plus de 20 millions de Congolais sont morts à l'est du Congo depuis 1994 jusqu'à ce jour, à la grande indifférence de la communauté dite internationale. Mais au-delà de cette indifférence qui prend les allures d'une conspiration internationale contre les Congo, laquelle dite depuis la conférence de Berlin, le plus grand problème du Congo demeure surtout le manque de vision et l'éthique de ses dirigeants et l'absence de conscience historique de son peuple. C'est d'ailleurs avec raison que déclara Elikiam Bokolo, « Nous avons des gros problèmes. Depuis les indépendances, nos dirigeants ont une connaissance médiocre, tragiquement nulle de l'histoire de leur propre pays, à commencer par la plus récente, celle de la colonisation. Retour sur l'histoire d'un pays à partir duquel, de la vie de plusieurs personnes, partira le décollage du continent africain. » J'ai cité les Congo. En 1965, le Tché, en visite au Congo en vue de former les rebelles lumumbistes qui luttaient contre le régime de Mobutu, déclara « Le Congo est l'épicentre de la libération du continent africain. » Plus tard, écrira France Fanon, « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. » Grand comme l'Europe de 27, le Congo est du haut de ses 2 345 410 km², le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. De 1908 à 1960, cette ancienne colonie était connue sous l'appellation des Congo belges ou Congo-Léopoldville jusqu'en 1966, date du changement de nom de la capitale en Kinshasa. Avec la zaïrianisation, le Congo, de suite d'une inadéquation linguistique du mot Nzadi, lequel signifie fleuve, fut débaptisé Zaïre de 1971 à 1997.
Et malgré l'alternance politique intervenue en 2020, aux apparences démocratiques qui a vu Félix Tshisekedi succéder à Joseph Kabila à la tête de l'État, ces pays si riches, mais dont la population est l'une des plus pauvres du monde, demeurent les véritables paradoxes des temps modernes. S'il est évident que le Congo fut belge, comme le disait Mobutu, avec tout ce qui va avec, il est surtout évident que les souverains belges Léopold II, disposant à partir de ces associations, dont l'AIA, Association internationale pour l'Afrique, qui devint par la suite l'AIC, Association internationale du Congo, toute une mine d'informations immenses sur l'Afrique centrale, dont le Congo commençait à nourrir des ambitions colonisatrices sur ces vastes territoires en 1877. Il sera plus tard, avec le concours des puissances européennes, assuré de ses droits sur les Congo en 1885 à l'issue de la conférence de Berlin. Le pays est alors désigné sous l'appellation État indépendant du Congo, EIC. Ainsi que l'écrit l'historien Isidore Ndayouel, fait unique dans l'histoire, l'État nouveau a été reconnu avant que ses frontières ne soient fixées, que son espace ne soit organisé et surtout que sa population ne soit informée de ce qui lui arrivait. Pour se donner bonne conscience, les colons entament alors le désenclavement du nouveau territoire acquis, la construction des voies ferrées, des bateaux, les commerces, l'agriculture, les activités minières, la fondation des villes dont Léopoldville devenue Kinshasa, l'organisation d'une force publique, l'établissement des dispensaires, des écoles, etc. Mais tout cela au service de Blancs et au prix fort des populations locales. Confiscation des terres, irrespect des coutumes, application d'un régime de travail forcé, introduction des maladies en vue de décimer, de diminuer et d'affaiblir les populations autochtones. Les richesses abondantes du Congo, caoutchouc, ivoire, mines, etc. incitent la couronne ainsi que les compagnies concessionnaires à entreprendre l'exploitation brutale de sa population. À partir de 1900, peut-être avec le souhait de mettre la main sur les Congo, les Britanniques diffusent des informations concernant les conditions de travail au sein de la colonie belge et déclenchent une vague d'indignation et de protestation. En Belgique, où le roi n'est pas très populaire, au Royaume-Uni, puis aux États-Unis et dans quelques pays européens. Une commission d'enquête est alors nommée et conduit au changement de statut de la colonie. En 1908, un an avant la mort du roi belge Léopold II, la pression de l'opinion publique et les manœuvres diplomatiques conduisent à la fin de la souveraineté de Léopold II sur le territoire et à l'annexion du Congo par la Belgique en tant que colonie, désormais connue sous le nom des Congo belges. Les Congo belges connurent alors, pendant et après la guerre mondiale, des transformations rapides. La détribalisation, l'urbanisation accélérée, l'augmentation du nombre d'évolués, entendus par là nègres occidentalisés, et l'agitation sociale ne furent cependant pas prises en compte par une administration qui se bornant à des réformes de détail de style paternaliste. Tout comme les missionnaires catholiques très influents, les gouvernements belges ne pensaient pas devoir aller au-delà d'améliorations sociales. Et pourtant, les frustrations cachées de la population faisaient naître en elle une forme de conscience active, laquelle prendra corps avec la lutte de Simon Kimbangu qui, en 1921, appellera le peuple congolais à la désobéissance civile en prédisant les indépendances africaines et la libération systémique de l'Afrique noire. Arrêté par l'administration belge, il mourra en prison après avoir purgé 30 ans
un record sans nul doute jamais égalé. Partout en Afrique et dans les mondes noirs, Kimangou est vu étant le père de la décolonisation du continent africain. En 1955, pendant que le roi des Belges affirmait au cours d'un voyage en Afrique que la Belgique est une et indivisible, que la Belgique et le Congo ne forment qu'une seule nation, le professeur Joseph Valbulsen osa publier un plan de 30 ans pour l'émancipation, dit-il, de l'Afrique belge. Pour la première fois alors, depuis Simon Kimbangu, des Congolais élevèrent la voix pour réclamer l'indépendance immédiate. En 1957, les premières élections eurent lieu dans 3 villes avec pour la première fois une présence remarquée de Noirs. En 1958, le gouvernement belge annonça une politique dite de décolonisation et la vie politique se développa rapidement avec la création de partis nationaux comme le mouvement national congolais de Patrice Lumumba. Après les émeutes du 4 janvier 1959 à Léopoldville, le gouvernement céda immédiatement. Le 13 janvier, il promettait l'indépendance. Un an plus tard, le Front commun des partis nationalistes triomphait à la table ronde de Bruxelles. L'indépendance fut fixée au 30 juin 1960. Les contenus n'en fut toutefois pas précisés. Seule était prévue la constitution d'un État unitaire. Par sa soudaineté, la décolonisation qui naquit de la lutte de tous les Congolais qui en ont payé les frais, certains au prix de leur vie, fut une véritable révolution, comme le précisait bien Lumumba, qui déclarait, je cite, « L'indépendance du Congo n'est pas un don de la Belgique, mais un droit fondamental du peuple congolais. » On a connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. C'est avec ce discours en présence du roi Baudouin que Patrice Lumumba entre dans les consciences. Le jour de l'indépendance du Congo, il est celui qui dit la vérité sur le passé et la lutte pour se libérer du colonialisme. En tant qu'éphémère Premier ministre, il est aussi celui qui veut unifier le pays, faire fructifier ses richesses. Certainement décidé à la hâte et dans la précipitation et surtout sans contenu, cette révolution devait ouvrir la porte à une crise durable et une effroyable anarchie voulue et encouragée par la Belgique et ses alliés occidentaux qui en tirent profit. C'est malheureusement ce qui arriva et perdure jusqu'aujourd'hui, 60 ans après les indépendances. Le Congo n'est pas seulement un scandale géologique par le miracle de la nature, il est devenu un drame à ciel ouvert par la méchanceté du cœur humain. Le 30 juin 1960, le Congo arrache donc son indépendance à la Belgique. Patrice Lumumba joue un rôle capital dans cette émancipation. Chargé d'espoir, l'indépendance bascule le pays dans les chaos. Le Katanga puis le Kasaï font sécession. Craignant pour leur vie, les Belges s'enfuient. La Belgique puis les Nations Unies envoient des troupes. Lumumba est assassiné en 1961 sur la recommandation de l'Occident à cause de 2 choses. Le refus de Lumumba de céder à la proposition internationale de placer le Congo sous tutelle des Nations Unies, chose qui arrivera avec Joseph Kabila en 2006. Le Premier ministre considérait comme une tentative de recolonisation la proposition faite par les instances internationales. Deuxièmement, l'appel à l'aide aux soviétiques par Lumumba, désormais considéré comme un sympathique communiste par l'Occident, donc l'homme à abattre.
Figure mythique, assassiné à 35 ans, le souvenir de Lumumba reste puissant sur le continent. Son courage et son indépendance politique, son refus de l'enrichissement personnel résonnent aujourd'hui en République. En 1965, Mobutu, chef d'état-major de l'armée, renverse par un coup d'état le président Joseph Kasavubu. Le Congo retrouve alors une certaine stabilité au prix d'un régime autoritaire totalement à la solde de l'Occident. Le pays devient le Zaïre. Mobutu se maintient au pouvoir pendant 32 ans. En 1997, l'avancée de l'AFDL avec Laurent Désiré Kabila à sa tête, une force armée rebelle soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, l'oblige à fuir Kinshasa après l'échec des négociations menées par Nelson Mandela. Le régime tombe, affaibli par la crise économique, discrédité par la corruption et abandonné par les puissances occidentales. En mai 1997, Kabila se proclame chef d'État et change le nom du pays en République démocratique du Congo. Kabila conduit le pays d'une manière aussi autocratique que son prédécesseur et les plonge dans la guerre civile, surtout dans l'envahissement du Congo par les armées de ses voisins directs, dont le Rwanda et l'Ouganda, ceux qui l'ont soutenu hier et qui pillent les ressources du pays tout en massacrant ses populations. Assassiné en 2001, il est remplacé par Joseph Kabila, dont la filiation avec son père présumé n'a jamais été établie et reste un mystère entier dans la gestion politique de la sous-région. Chose curieuse, c'est sous sa longue présidence que le Congo sera placé sous la tutelle des Nations Unies de 2006 à nos jours, soit 15 ans de présence inutile sans jamais parvenir à sécuriser ni à pacifier ces pays qui demeurent une terre de pillage, de massacres et d'instabilité politique. Cependant, cette période que le Rwanda devint curieusement producteur mondial de coltan, une matière qu'il ne dispose pas sur son sol, mais que l'on trouve en quantité industrielle à l'est du Congo, devenu le théâtre de toutes les insécurités de la région. Depuis août 1998, la RDC est déchirée par une guerre continentale impliquant une dizaine de pays africains. Alliés les uns de Kinshasa, les autres des rébellions qui contrôlent le nord-est du pays. Cette guerre ne semble plus avoir d'autres objectifs que le pillage des ressources minières au profit des groupes dirigeants des pays impliqués dans les conflits et les réseaux financiers internationaux. Prospérant sur les décombres de l'État, elle représente la forme exacerbée d'une économie de prédation qui règne depuis ses origines sur ces vastes territoires qu'est devenue la République démocratique du Congo. Ainsi se décline depuis plus d'un siècle la saga chaotique du Congo, épicentre africain de toutes les convoitises. La métaphore du scandale géologique n'a pas pris une ride, mais aujourd'hui, plus que jamais, le véritable scandale réside dans le fait que les richesses du sous-sol, loin d'enrichir les Congolais, les ont précipités dans la misère et la guerre, laquelle peut s'interpréter comme le point d'orgue d'une vaste entreprise de pillage. La guerre ne serait-elle pas la Libye destinée à légitimer ou à masquer de pures pratiques d'exploitation économique et d'enrichissement d'une caste politico-militaire de plus en plus ouvertement affairiste? Quoi que l'on dise,
le Congo a toujours occupé une place singulière et singulièrement agitée sur la scène africaine. En 1960, la première guerre postérieure aux indépendances et la première intervention des casques bleus sur les continents eurent pour théâtre le Katanga. 4 décennies plus tard, la première guerre continentale africaine se déroule au Congo. Résultat d'un engrenage fatal, dans quelle mesure les richesses minières doivent-elles être incriminées? En tout état de cause, aujourd'hui comme hier, la question des ressources naturelles et de leur exploitation se situe au cœur des problématiques congolaises. Toutefois, il est vrai que la guerre actuelle n'est qu'un effet ricoché du conflit qui embrase depuis des années la région des Grands Lacs. La guerre civile rwandaise et le génocide de 1994, puis les séjours entre juillet 1994 et octobre 1996 de plus d'1 million de réfugiés Hutus dans les camps installés à une encablure du Rwanda et du Burundi ont précédé et fait le lit de l'Odyssée Kabila. À la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, Laurent Désiré Kabila, entrant à Kinshasa le 17 mai 1997, rayait d'un trait de plume le Zaïre de Mobutu en proclamant la République démocratique du Congo. Sa victoire, toutefois, n'aurait pas été possible sans l'engagement militaire décisif de l'armée patriotique rwandaise, APR, et de l'armée ougandaise. Paul Kagame et Yoweri Museveni, promus parrains du Nouveau Congo, ne tardèrent pas à exiger les dividendes d'une intervention dont l'objectif initial s'était limité à la sécurisation des régions frontalières de l'Est du Zaïre. Il s'agissait en effet pour eux de détruire les sanctuaires hébergeant les forces hostiles à leur pouvoir, mouvements rebelles ougandais, groupes armés Hutus constitués d'anciens militaires des phares et des miliciens interamouins rescapés de la débâcle de 1994 et soupçonnés, non sans raison, de préparer la revanche à l'abri des camps de réfugiés. Les objectifs sécuritaires une fois atteints, l'appropriation des ressources congolaises initialement justifiée par le financement des opérations militaires, des nerfs de la guerre, en devint bientôt l'enjeu majeur. À Kinshasa, la présence trop voyante des militaires et d'hommes d'affaires rwandais qui se comportaient comme un pays conquis alimenta un sentiment xénophobe envers les Tutsis. Fort d'un soutien populaire de nature patriotique, Kabila finit par rompre avec ses alliés de la veille. Consommé le 2 août 1998, la rupture provoqua l'entrée en lice immédiate d'une rébellion dans le nord-est du pays, laquelle ne fut qu'une couverture pour masquer le pillage des richesses du Congo par les armées du Rwanda et de l'Ouganda. Pendant que les rebelles étaient activement soutenus par le Rwanda et par l'Ouganda, Kabila put compter sur l'appui militaire du Zimbabwe, de l'Angola et de la Namibie et sur les soutiens plus discrets du Tchad et du Soudan. Comment expliquer la participation au conflit des différents protagonistes, sinon par les perspectives d'appropriation des richesses congolaises? Le financement de la campagne de 96-97 avait déjà mis les ressources minières à contribution. Les mines d'or de l'Ituri, les sites diamantifères de la région de Kisangani, les sites d'exploitation du coltan, dont le Kivu est un des principaux producteurs mondiaux, étaient alors passés sous le contrôle militaire du Rwanda et de l'Ouganda. Les schémas articulant guerre et exploitation des ressources naturelles n'a cessé depuis lors d'exercer ses effets dévastateurs sur la politique et la vie quotidienne congolaise. La guerre et les affaires s'auto-entretiennent dans un contexte généralisé de prédation qui n'est que l'expression hyperbolique d'un système économique global dominé depuis plus d'un siècle par l'exportation des ressources du Congo. Comme il en ressort d'un rapport du groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU de novembre 2001, l'histoire de la République démocratique du Congo
n'est que la longue suite de deux prédations dont ses richesses naturelles et son capital humain ont fait l'objet, quels qu'aient été les régimes politiques ou les gouvernements en place. Mais il faut remonter au tout début, ceux de l'État indépendant du Congo, car il porte déjà les stigmates d'une économie de pillage mise en œuvre par les compagnies à charte. La collecte forcée du caoutchouc écrivit alors les pages les plus sombres de la colonisation. Pendant un demi-siècle, l'Union minière du Haut-Katanga, puissant symbole du capitalisme colonial, a conforté l'image d'un Congo aux richesses immenses. Ce mythe de la richesse, fût-elle potentielle, exercera une influence profonde et néfaste sur les Congos indépendants baptisés Zaïre par Mobutu. Les 3 décennies d'un pouvoir qu'il exerça sans partage furent celles d'un accaparement des ressources nationales à son propre profit, à celui des barons du régime et des diverses structures du parti-État, les mouvements populaires de la révolution MPR. Reposant sur l'illusion que l'appropriation et la redistribution des richesses du sous-sol, orchestrées par les détenteurs du pouvoir, pouvaient garantir le fonctionnement sans fin du système politique, le mobutisme a inexorablement conduit à un effacement total de l'État. Le mal zaïrois, un mélange de corruption à tous les échelons de la société et d'une débrouillardise légitimée au nom de l'article 15 de la Constitution zaïroise qui stipule « Débrouillez-vous » a fini par vider l'État de sa subsistance et déboucher sur l'anarchie et le chaos. Les terrains étaient donc largement préparés pour que les protagonistes impliqués dans les conflits mettent les Congos en coupe réglée au prétexte du financement de la guerre. La différence avec l'ère Mobutu réside dans le fait que c'est une hydre qui pompe les ressources du pays à la place d'une seule tête. L'exploitation des ressources naturelles du Congo participe d'un système mondial qui bafoue les normes du commerce international. Les pratiques illicites concernent tous les échelons et tous les acteurs. Fausses déclarations en douane, dont le but est de donner l'apparence d'échanges illicites, contrebande, certifications falsifiées, blanchiment d'argent, clauses commerciales secrètes pour la fourniture d'armes, etc. Corruption et captation des ressources vont main dans la main avec la bénédiction des chefs de toutes les parties en présence, lesquels peuvent compter localement sur la complicité des réseaux de négociants et sur celle plus discrète mais indispensable au fonctionnement du système des acheteurs de pays du Nord, donc les Occidentaux, grands profiteurs de la décadence aux enfers du Grand Congo depuis l'époque coloniale. La preuve est faite désormais que la guerre du Congo a comme enjeu principal, sinon unique, le pillage de ses ressources. Derrière les impératifs de sécurité du Rwanda et de l'Ouganda, trop d'intérêts sont en jeu. Seul grand perdant, la population congolaise qui jusque-là ressemble à un troupeau malade et sans berger. Selon des statistiques récentes, le bilan de la guerre serait très lourd, soit près de 20 millions de morts. Un drame humain dont l'ampleur reste cependant sous-évaluée. Sa gravité n'est pas sans rapport avec la désagrégation de l'État, avec son informalisation. Enclenchée de longue date, accélérée par les années de guerre, celle-ci s'est traduite par l'affaiblissement des encadrements administratifs, la quasi-disparition des systèmes de santé publique et par la dégradation des infrastructures de base. Le président actuel est Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, le grand mobutiste qui a participé à la révolution mobutiste, à l'arrestation et à l'assassinat de Lumumba et qui devint par la suite l'opposant historique. Ironie de l'histoire ou visibilité d'une orientation macabre du pays, le premier acte du nouveau président, construire un mausolée à son père, opposant
pendant que les héros de l'indépendance n'ont jamais bénéficié d'un seul endroit pour ses restes, qui du reste ne sont jamais sortis de l'obscurité politique dans laquelle est enfermé le destin de ces grands pays. Malgré les apparences démocratiques de l'alternance qui a porté Félix Tshisekedi aux affaires, triste est de constater encore et encore la traîtrise à la base, exactement comme à l'époque de son père. D'abord vu en Ouganda, puis au Rwanda, le nouveau exécutant de Kinshasa n'est pas différent de ses prédécesseurs qui furent plus marionnettes que véritables dirigeants. Le Congo de Kimbangu et de Lumumba sortira-t-il un jour de l'auberge pour briller dans la lumière de l'histoire? Ou restera-t-il ce géant aux pieds d'argile au cœur du continent africain? Autant les populations, souvent sans identité et sans perspective, croupissent dans la misère la plus extrême, au milieu d'une classe politique médiocre, révoltante, autant l'ONU et les pays occidentaux continuent de tirer profit du manque de vision et d'autonomie politique du pays, autant, il faut le dire, si le Congo ne prend pas ses responsabilités aujourd'hui, l'Afrique tout entière se réveillera trop tard lorsque son sort aura été irrévocablement scellé. Debout Congolais, l'heure a sonné pour réécrire l'histoire de ces grands continents et changer positivement l'essor de ces pays. Notre pays, le Congo béni de Dieu. Comme l'avait prédit Kimbangu à son temps, à la 4e génération, le Congo connaîtra un renouveau politique. C'est maintenant. Lèvons-nous et bâtissons.